Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc, nous continuons sur le dopage et il y a deux types de dopage. Le dopage de type N et de type P. Le dopage de type N consiste à ajouter des donneurs d'électrons. C'est-à-dire que le silicium ou le germanium ayant 4 électrons de valence, donc 4 électrons externes qui peuvent se lier de manière par des liaisons chimiques, on va utiliser des atomes ayant 5 électrons de valence. Par exemple, pour des raisons de taille des atomes, on utilise du phosphore avec le silicium ou de l'arsenic avec le germanium. L'atome de phosphore prend la place d'un atome de silicium dans le réseau cristallin. 4 de ces électrons de valence sont utilisés pour se lier à ses voisins, mais le dernier électron reste non lié. Donc on va avoir des atomes avec 4 électrons. Donc tous les atomes de silicium, sauf celui-ci qui est un atome de phosphore et qui a un électron supplémentaire. Et cet électron reste non lié. Du fait qu'il est non lié, il faut très peu d'énergie pour le détacher parce qu'il n'est pas combiné avec un autre électron pour former une liaison chimique stable. Et donc on peut le détacher facilement. Et à ce moment-là, l'électron peut se balader dans le réseau. Bien sûr, à cette occasion, il n'y a pas formation d'un trou, car en quittant sa place, il est simplement un atome fixe, l'atome de phosphore, doté d'une charge positive excédentaire. Voilà donc comment Nn peut différer de Np, le nombre de porteurs négatifs et positifs. Les niveaux prennent alors l'allure suivante. On va avoir la bande de valence, la bande de conduction, et ici, on a le niveau de phosphore, ou plus exactement le niveau de cet électron excédentaire dans le phosphore. On va avoir les électrons dans la bande de conduction et les trous dans la bande de valence. Ici, c'est la bande de valence. Le niveau d'énergie qui correspond à l'état des électrons supplémentaires est très proche de la bande de conduction, puisqu'il faut très peu d'énergie pour le déplacer de l'atome, pour le faire passer dans la bande de conduction. Et une faible agitation thermique suffit à faire passer ces électrons dans la bande de conduction. Presque tous les atomes de phosphore contribuent ainsi à fournir des électrons à la bande de conduction. Dans ces conditions, Nn, le nombre d'électrons libres, sera très élevé et presque égal au nombre d'atomes de phosphore. Comme le nombre d'électrons libres devient très grand, le matériau sera un meilleur conducteur. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'atomes de phosphore. Donc un semi-conducteur dopé devient un conducteur. Le produit NN-NP étant fixé, c'est-à-dire les fonctions du gap et de la température. Donc au gap et à une température donnée, ce produit est constant. Et comme Nn est très grand, cela signifie que Np sera très petit. On aura donc beaucoup d'électrons, mais peu de trous dans la bande de valence. Et c'est assez logique parce que ces électrons en très grand nombre ont vite fait de se recombiner avec les trous qui seraient formés par l'agitation thermique.
euh, cela diminue donc assez fortement le nombre de trous. Les trous vont donc très peu contribuer à la conduction. De plus, comme Nm est à peu près égal au nombre d'atomes de phosphore, cela signifie qu'il est très peu sensible à la température. Il reste à peu près constant. Avec une augmentation de température, c'est surtout la création de paires électrons-trous qui va se produire, et donc c'est surtout Mp qui va augmenter, mais il reste assez faible. Mais quand les électrons restent beaucoup plus nombreux que les trous, l'influence de la température sur la conductivité sera beaucoup plus faible. C'est en fait un avantage en électronique parce que cela donne une meilleure maîtrise des propriétés électriques du matériau. Il n'y a plus besoin de contrôler finement la valeur de la température pour être sûr que la valeur de la résistance électrique est constante. Voilà pour le dopage de type M. Alors le dopage de type P consiste à utiliser des atomes qui sont accepteurs d'électrons. C'est-à-dire des atomes avec une valence 3. Donc seulement 3 électrons externes. Lorsqu'il se substitue au silicium, il reste ainsi une liaison insatisfaite. Dans le réseau au niveau de l'atome accepteur d'électrons. On utilise par exemple de l'azote ou du bore. Alors tout ce qu'on a dit jusqu'ici sur le dopage N se répète à l'identique pour le dopage P, mais en échangeant le rôle des trous et des électrons. Donc, dans le réseau, on va avoir un atome d'azote et il manque un électron. C'est-à-dire qu'on crée artificiellement un trou. Et les électrons vont se déplacer facilement pour venir combler la lacune. On a donc un trou qui peut participer à la conduction. Et il y a à peu près autant de trous que d'atomes d'azote. Et les bornes s'inversent. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir l'énergie de l'état correspondant à la lacune. On va avoir un grand nombre de trous et très peu d'électrons libres. Une image inversée de la précédente. Ici, c'est donc le nombre de trous qui est très grand et Nm, nombre d'électrons, qui est faible. C'est également un bon conducteur de trous, mais ça quand même, les trous sont un peu moins mobiles parce que le basculement d'électrons atome à atome par effet tunnel est un peu moins efficace qu'un simple électron qui peut se balader tout seul. Mais la différence n'est pas énorme. Il est peu sensible à la température, mais alors se pose maintenant la question, en dehors d'augmenter la conduction, ça c'est sympa, et de le rendre peu sensible à la température, très bien aussi, comment va-t-on utiliser ces propriétés? À quoi ça sert d'avoir ça? Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir ce qui se passe quand on combine les dopages. Et nous parlerons de la jonction PM. Je vous remercie.